Donc je vais commencer par un rappel, et c'est un choix arbitraire. Hein. J'ai pris quelques données dans la littérature sur dimorphisme sexuel et cerveau, et puis pour essayer de voir quand même que c'est assez complexe et voir comment on arrive. Donc l'idée du dimorphisme sexuel, vous le savez, c'est différencier la femelle du mâle. Donc on peut voir cette différenciation, bien sûr, avec cet aspect de la couleur du plumage. Mais très rapidement, quand on parle de cerveau, on se pose la question de reproduction, de la capacité à finalement attirer la femelle ou attirer le mâle. Donc inévitablement, on se fait beau ou on se fait belle. Et puis après, le dimorphisme sexuel du cerveau, c'est aussi la capacité à avoir un comportement agressif. Et on sait que le comportement agressif est plus l'apanage du mâle par rapport à la femelle. Donc la question se pose, qu'est-ce qui fait que, en plus des armes qui sont développées et qui participent à ce dimorphisme sexuel, qu'est-ce qui fait que le comportement du mâle va se retrouver différent que le comportement de la femelle? Alors pour aborder cette question, je crois bien qu'on résume un petit peu. On a parlé ce matin, je n'étais pas là à la conférence, mais finalement la question se pose dans la littérature, sexe biologique par rapport à genre. On se pose bien sûr la question du lien entre hormones et cerveau. Et puis, une question qui est quand même un peu importante, je pense, c'est quelles sont les différences d'espèces et spécifiques, quels sont les mécanismes qui seraient spécifiques d'espèces. Et ça, c'est un point qui est quand même assez important. Vous avez vu la présentation tout à l'heure de Fabien. Lorsqu'on décide de travailler principalement sur le fœtus humain, eh bien sûr, on présente relativement peu de données et on spécule pas mal sur les résultats parce qu'on n'a pas une approche extrêmement expérimentale. Alors, les premiers liens entre gonades et dimorphisme sexuel, ils ont été évoqués initialement par Jost, qui montrait une évidence des liens entre différenciation sexuelle, caractère sexuel secondaire, hormones gonadiques. Donc là, on était dans un lien qui maintenant paraît absolument évident. Et puis après, il y a eu bien sûr le fait que la testostérone ou ses métabolites jouent un rôle central sur le tissu neuronal. Et donc à partir de ce moment-là, on évoquait bien sûr le fait qu'il pouvait y avoir un mécanisme tout à fait organisé dans le comportement sexuel qui dépendait des hormones sexuelles. Et donc la question qui se pose, bien sûr, c'est quel est le rôle des chromosomes sexuels, quel est le rôle des hormones, et quelles sont les protéines qui finalement participent au déterminisme sexuel du cerveau. Et on a un certain nombre de données qui sont intéressantes. Je reviens juste sur un point qui a été évoqué ce matin, qui sur le plan épidémiologique, en effet, montre que la fréquence est plus élevée des maladies psychiatriques et du retard mental chez l'homme. On ne connaît pas le mécanisme de cela, mais c'est un point qui est assez important, et notamment sur les maladies neurodéveloppementales. Alors que les femmes vont développer plus facilement des maladies neurodégénératives. Et donc là, on se pose bien sûr la question sur quel pourrait être le lien entre l'activation de l'axe gonadotrope, qui est différentiel chez la femme et chez l'homme, par rapport et le développement de ces pathologies avec tropisme neurologique. Alors, si vous regardez un cerveau, à ma connaissance, comme ça, de façon macroscopique, il n'y a pas de différence absolument notable. Il faut rentrer dans des analyses un petit peu plus microscopiques pour se rendre compte que le volume cérébral, globalement, il est un petit peu différent. Vous voyez qu'il y a des différences entre le volume cérébral global et le volume du cortex, qu'il y a des différences au niveau de la substance blanche. Ça, c'est un point qui est quand même assez important. Et puis après, vous voyez, on arrive sur des notions au niveau de l'hypothalamus, où il y a des différences qui sont nettes et bien décrites entre les deux sexes. Il y a des études qui ont permis de montrer qu'il y avait des différences chez les sujets en post-mortem par rapport homosexuels, par rapport à l'activité hétérosexuelle. Et puis, il y a des travaux aussi qui ont montré sur des analyses de transsexuels qu'il pouvait y avoir des différences. Et dans ces cas-là, ça met bien en évidence le fait qu'un traitement par hormones stéroïdes sexuelles va modifier inévitablement pas l'architecture, mais va modifier la neuroanatomie du cerveau. Donc c'est des situations acquises, bien sûr, et en aucune manière constitutives. Alors, la question, alors c'est des articles qui sont relativement récents, et la question était de savoir si on pouvait arriver à déterminer précisément des zones qui étaient sexuellement déterminées. Donc, est-il possible de classer le cerveau en mâle ou femelle sur des critères d'imagerie? Donc ça, c'est une approche qui a donc été faite, bien sûr, chez l'homme. Et donc, vous voyez que la conclusion de cet article a généré pas mal de discussions dans la littérature après,
c'est que le cerveau est composé d'une mosaïque de régions sexuellement dimorphiques, avec des régions qui seraient plutôt mâles et d'autres régions qui seraient plutôt femelles au sein d'un même cerveau. Donc ce n'est pas possible de définir un cerveau mâle et un cerveau femelle, mais par contre on définit des régions qui sont plutôt mâles et des régions qui sont plutôt femelles. Alors ceci ne semblait pas avoir d'intégration fonctionnelle et il y a un article qui dirait que cette mosaïque permettrait de déterminer si finalement permettrait de déterminer le sexe. Alors je pense que là, il doit falloir faire extrêmement attention sur l'interprétation des données. Il y a un autre papier dans PNAS qui était intéressant, qui montrait qu'il y avait finalement des différences fonctionnelles et d'interaction entre les différentes régions du cerveau, notamment donc entre le mâle et la femelle. Je laisse l'auteur rentrer dans la conclusion de cet article que je vous laisse lire là, dans le sens où c'est peut-être un lieu commun un petit peu d'arriver dans cette conclusion-là. Cet article a aussi généré pas mal de discussions dans la littérature et sur Internet. Cet article est intéressant parce qu'il met en évidence, et là on commence à rentrer un petit peu dans des mécanismes un petit peu plus compliqués, peut-être un petit peu plus précis, c'est les différences qu'il y a entre l'expression génique dans différentes régions du cerveau. Et ce qui était intéressant dans cet article, et là on commence à avoir un point qui est dans le timing, c'est finalement, est-ce que ce qu'on observe en prénatal serait pareil dans la période, disons, prépubère? Est-ce qu'il y aurait des modifications au moment de la puberté? Et finalement, est-ce qu'il y a des modifications et est-ce que cette évolution se retrouve à l'âge adulte? Alors vous voyez que c'est un schéma qui est assez compliqué, mais finalement, on voit qu'ici, il y a 73 gènes qui seraient partagés et qui seraient différents, donc avec un biais plutôt de type mâle au niveau des gènes autosomaux. Donc vous voyez qu'ici, il y en a 73 qui seraient partagés entre l'adulte et le prénatal, et puis finalement extrêmement peu de gènes qui resteraient avec ce biais vers le mâle finalement tout au long de la vie. Donc lorsqu'on étudie le transcriptome entre le mâle et la femelle, faisons très attention, notamment dans le cerveau, à la région dont on parle et surtout à l'âge du développement ou à l'âge postnatal auquel on étudie, on fait cette analyse. Et je pense que les données qu'on vous a présentées sur l'hypophyse, en effet, démontrent bien que c'est quelque chose d'extrêmement dynamique et qui probablement ne dépend pas simplement du contexte hormonal. Alors maintenant, on arrive à l'hypothalamus. L'hypothalamus, vous savez, cette région qui contrôle bien sûr de très nombreuses fonctions et pas simplement les fonctions endocriniennes, qui contrôle aussi des fonctions autonomes, qui contrôle aussi la prise alimentaire, qui participe au contrôle de beaucoup de choses et de beaucoup de traits physiologiques. Et donc, il y a un certain nombre de données, j'ai vraiment résumé extrêmement rapidement, qui ont montré qu'une des régions les plus dimorphiques au sein de l'hypothalamus, c'était l'aire préoptique. Et en effet, cette région, la VPV, antéroventriculaire, périventriculaire, donc, est plus grand chez la femelle. C'est intéressant parce que c'est là où on trouve la dopamine, on trouve les hormones des kiss-peptides. Et puis vous voyez qu'il y a une autre région ici, qui est en préoptique également, qui joue un rôle dans le comportement sexuel du mâle. Et là, de nouveau, vous voyez qu'il y a des différences neuroanatomiques entre le mâle et la femelle. Et puis, comme vous l'avez vu ce matin, finalement, les travaux de Margaret McCarthy qui montrent que la microglie est différente entre le mâle et la femelle au niveau de l'hypothalamus dans la région préoptique. Et là, bien sûr, se pose la question de quelle pourrait être la cause et puis surtout la conséquence de cette différence de microglie dans l'hypothalamus. Alors, je vous donne un exemple de papier qui était assez intéressant, finalement, qui met en évidence le circuit de la dopamine est très fortement sexuellement dimorphique. C'est-à-dire que si vous comparez l'expression de la tyrosine hydroxylase dans l'hypothalamus, vous voyez des différences majeures. Pour certains réseaux de la dopamine qui passent à travers l'hypothalamus, dans l'hypothalamus, vous voyez des différences majeures entre les souris femelles et les souris mâles. Et donc, dans ce papier qui a été publié, donc, vous voyez, dans Nature en 2015, il montre que finalement, le comportement vis-à-vis des soins maternels passe notamment par la dopamine pour contrôler la sécrétion d'ocytocine. Donc c'est un papier relativement bien fait et c'est assez complexe comme mécanisme, mais finalement cette différence entre le mâle et la femelle dans les soins, dans la capacité de
prendre soin du souriceau, finalement, dépend de la dopamine et du fait que ce circuit est différentiellement exprimé entre le mâle et la femelle. Si vous commencez à rentrer un petit peu plus, alors là, c'est des données qui sont, comme vous voyez, qui sont relativement anciennes, mais par exemple, vous voyez ici l'expression de Rβ dans la région, dans la VPV, donc la région préoptique. Vous voyez une différence majeure chez la souris entre l'expression de Rβ chez la femelle par rapport au mâle. Donc rien que ça donne déjà une information sur le fait qu'un taux identique de stradiol ou le stradiol ne va pas avoir le même effet, bien sûr, sur l'hypothalamus. Et vous verrez tout à l'heure que cette expression-là, même si ça passe par Rβ, ça a bien été démontré maintenant, ben on retrouve un petit peu ça sur les kispeptides. Donc on voit bien là que l'un des mécanismes, ça serait la capacité de répondre à un signal hormonal. Alors si on continue à avancer un petit peu dans les mécanismes, on sait que le stradiol joue un rôle majeur dans le dimorphisme sexuel du cerveau. On sait que ça joue un rôle dans le sens où, en présence d'ovaires, il va y avoir une féminisation et donc la présence d'une féminisation du cerveau. Et on sait que chez le XY, la présence de testostérone va participer finalement, grâce à l'aromatisation en oestradiol, à la masculinisation du cerveau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus du fait qu'il y a une masculinisation, maintenant on peut parler de déféminisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. C'est un cerveau qui tend vers être un cerveau de type féminin, va être déféminisé, notamment sous l'action de la testostérone transformée en oestradiol. Et donc là, on a un système qui va participer à l'organisation du cerveau et qui va bien sûr participer indirectement, dans un deuxième temps, au mécanisme d'activation. Et c'est là où on commence à rentrer dans des notions extrêmement importantes qu'il y a trois périodes fondamentales. La période fœtale, la période périnatale chez le rongeur. C'était difficile de savoir exactement ce qu'il en est dans l'espèce humaine. Chez le rongeur, la période de périnatale, c'est une période où il y a énormément de testostérone chez le mâle. Et il n'y en a pas chez la femelle. À la naissance, vous savez que l'axe gonadotrope, juste à la fin de la gestation, il est bloqué. Qu'au moment de la naissance, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qui se passe parce qu'il n'y a pas énormément d'analyses qui ont été faites. Mais par contre, il y a cette mini-puberté qui participe certainement au système organisationnel du cerveau. Et puis, il y a la puberté. Et là, que se passe-t-il au moment de la puberté? On peut imaginer qu'il y a une mise en place extrêmement importante des mécanismes. Et notamment, c'est à ce moment-là où est acquis le rétrocontrôle positif de l'oestradiol sur l'hypothalamus. Donc là, on est vraiment dans un système de maturation qui est hormonodépendant, mais qui est sexe-dépendant également. Et puis, bien sûr, il y a la situation adulte. La femelle est capable de générer un pic ovulatoire de LH. À ma connaissance, on n'a jamais réussi à transformer un cerveau mâle en hypothalamus mâle en hypothalamus femelle, c'est-à-dire un hypothalamus mâle est-il capable de finalement avoir un pic type ovulatoire de LH? À ma connaissance, cette expérience n'a jamais été réalisée. Donc c'est une question, on se trouve dans un déterminisme qui est fixé ou bien au contraire, est-ce que c'est un déterminisme qui peut évoluer au cours du temps? Et c'est là où on voit que les mécanismes de la différenciation sexuelle par le stradiol, vous voyez, ils sont extrêmement divers et finalement assez hétérogènes. Mais ce qu'on retrouve donc, cette notion de prolifération cellulaire, mais on voit que ça joue également sur la synaptogénèse et on voit que ces mécanismes qui sont décrits en fonction de l'oestradiol dépendent quand même largement de la région du cerveau sur laquelle les travaux ont été réalisés. Donc, vous voyez, au niveau de la VPV, c'est plutôt un mécanisme d'apoptose qui a été évoqué, alors qu'au niveau du noyau arqué, c'est une différenciation des astrocytes et puis une suppression de la synaptogénèse. Donc vous voyez, ce sont des mécanismes qui, même au sein de l'hypothalamus, en fonction de la région sur laquelle on travaille, on a des résultats qui peuvent être différents. Lorsqu'on continue dans les mécanismes, et ce papier est assez intéressant à lire, de nouveau par Margaret McCarthy, qui montre que la féminisation du cerveau, et là, dans ces cas-là, on est dans un processus actif, requiert finalement une répression active de la masculinisation, et ceci par l'intermédiaire d'une méthylation de l'ADN. C'est un processus qui en soi est assez intéressant d'imaginer là les mécanismes épigénétiques qui interviennent
dans le dimorphisme sexuel du cerveau. Et donc, là, on se pose bien sûr inévitablement la question, quel peut être le rôle des facteurs épigénétiques dans le développement du dimorphisme sexuel de l'axe gonadotrope? C'est la conséquence, finalement, de ce type de travaux, quand même très largement centrés sur l'hypothalamus. Et quel est le rôle dans la différenciation sexuelle, l'implication dans l'initiation de la puberté, et puis, allez, soyons fous, allons jusqu'au bout, l'implication dans la dysphorie du genre. Et je crois bien que là, on a vraiment une question. Tout à l'heure, les données qui ont été présentées par Fabien soulèvent quand même une question intéressante, dans le sens où on sait que le pic de testostérone chez l'homme survient à peu près à 12 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que Philippe Turenne posait la question « Pourquoi vous travaillez à 20 semaines ?» Ce qui est intéressant à 20 semaines, c'est que c'est un moment où il n'y a pas de différence de testostérone entre le mâle et la femelle. On a dosé la testostérone dans le sang de cordon à ce stade-là, enfin à ce stade de développement, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que la différence qu'on observe entre les hypophyses de filles et les hypophyses garçons, c'est une différence qui est marquée finalement, et on suppose que cette différence est en lien direct avec le pic de testostérone à 12 semaines. C'est-à-dire que l'une des hypothèses qu'on évoque, c'est qu'il y a des marques épigénétiques qui sont déjà présentes à 20 semaines, qui permettent d'expliquer ce mécanisme de transcription différentielle entre la fille et le garçon. Marques épigénétiques qui pourraient persister ou qui pourraient disparaître au cours du développement ultérieur. Donc vous voyez que le rôle de l'œstradiol, finalement, ce n'est pas simplement d'induire la masculinisation du cerveau, ça joue un rôle sur la féminisation par différents mécanismes. Et donc là, un papier qui a été par le groupe de Margaret McCarthy, si je me souviens bien, qui permet justement de mettre en évidence le fait qu'aller vers un cerveau mâle ou un cerveau femelle, ce n'est pas aussi simple que de dire, voilà, il y en a un qui devient masculinisé parce que l'autre n'a pas de présence de testostérone. Donc on est dans un mécanisme qui dépend de gènes, qui reste à décrire, d'hormones, c'est certain, et puis de l'environnement, et je pense que le microbiote participe d'une certaine façon à ces facteurs de l'environnement. Alors maintenant, si je vais juste terminer, hein, l'idée c'était d'être assez rapide, concis pour pouvoir discuter, est-ce qu'on pourrait considérer que le dimorphisme sexuel du contrôle central de l'axe gonadotrope est un exemple de dimorphisme sexuel du cerveau, et quels pourraient être les mécanismes, et voilà un petit peu comment nous avançons dans cette problématique. Et là, je vais me centrer sur quand même un neurone que nous aimons beaucoup dans le laboratoire, et qui est le neurone des kisspeptides. Donc vous savez que chez le rongeur, ce neurone des kisspeptides, il est présent dans la VPV et il est présent dans le noyau arqué. Il y en a deux populations. La population dans la VPV est responsable du rétrocontrôle positif. Ce neurone kisspeptide dans la VPV contrôle la sécrétion de gène RH au moment du pic ovulatoire de LH. Ça, c'est quelque chose qui est bien établi par les approches expérimentales chez le rongeur. Alors que le neurone dans le noyau arqué, le neurone kisspeptide dans le noyau arqué, contrôle la sécrétion pulsative de gène RH. Et les derniers travaux de Alan Herbison indiquent que finalement, c'est ce neurone kisspeptide qui est le générateur de pulse de gène RH. Vous activez par optogénétique le neurone kisspeptide, vous induisez une sécrétion de gène RH qui induit une sécrétion de LH. Et puis juste après, derrière, c'est réfractaire à une nouvelle stimulation par optogénétique. Donc on est vraiment dans un système qui est très étroit, et ça, c'est le neurone qui est au niveau du noyau arqué. Chez le primate, c'est plus compliqué, dans le sens où chez le primate, on a un pic de LH. Ce pic de LH, a priori, il n'y a pas de neurones comme il y a chez le rongeur, il n'y a pas de neurones dans l'aire préoptique, de neurones kisspeptides qui seraient différents des neurones du noyau arqué. Les neurones kisspeptides sont pour ainsi dire tous dans le noyau arqué. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a ce pic de LH sous l'effet du rétrocontrôle positif. Et le dernier papier qu'on vient de publier dans JCEM ce mois-ci indique que c'est un mécanisme, comme c'était suggéré par pas beaucoup, hein, c'est un mécanisme qui est hypophysaire. Il n'y a pas de surge de gène RH chez l'homme pour induire un pic de LH, du moins jusqu'à maintenant, toutes les données vont contre cette hypothèse. Par contre, le kisspeptide contrôle bien le pulse de gène RH, la pulsatilité de gène RH,
Et ça, chez des patients qui ont des mutations du récepteur des kisspeptides, on a en effet la démonstration qu'il y a une diminution de l'amplitude des pics de LH et qu'on suppose être une diminution de l'amplitude des pics de GnRH. Si vous regardez l'expression des kisspeptides chez le rongeur, donc vous observez clairement un dimorphisme sexuel. Si vous regardez au niveau de la VPV, donc dans la région périventriculaire ici, vous voyez que chez le mâle, il y a un petit peu de neurones kisspeptides, et chez la femelle, il y en a beaucoup. Si vous gonadectomisez le mâle, il va augmenter son expression de neurones kisspeptides dans cette région de la VPV, alors que chez la femelle, il va y avoir une diminution. C'est le rétrocontrôle positif. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est... non, c'est ici, pardon. Excusez-moi. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez important. Et c'est un dimorphisme sexuel qui est important rien qu'en regardant des souris qui ont été à l'état de base. Alors, pour avancer dans le lien entre kisspeptides et comportement sexuel, qui est un des dimorphismes sexuels du cerveau, on se rend compte que, donc, vous voyez que les souris qui n'ont pas de GnRH ou qui sont KO sur le récepteur des kisspeptides, elles ont quand même un pic périnatal de testostérone. Donc, ce pic périnatal de testostérone n'est pas dépendant des kisspeptides chez les rongeurs, alors que chez l'homme, on a beaucoup d'arguments pour penser que l'enfant qui naît avec une mutation du récepteur des kisspeptides a un hypogonadisme fœtal et un hypogonadisme à la naissance. Par contre, il est bien montré maintenant depuis 2007, et puis ça a été repris par un papier en 2018 cette année, qui montre que KIS1R est requis pour la différenciation sexuelle du cerveau, que le système des kisspeptides joue un rôle sur le comportement sexuel par l'intermédiaire de la GnRH, mais également indépendamment de la GnRH, qui est intéressant, ce qui soulève donc une hypothèse de l'action des kisspeptides non GnRH dépendantes. Et donc là, on se retrouve devant une situation où, en plus du dimorphisme sexuel sur le contrôle de l'axe gonadotrope, il y a un dimorphisme sexuel sur finalement le comportement de la souris. Et donc, je voudrais juste terminer. Vous savez qu'on a récemment publié un nouveau syndrome qui a un phénotype un petit peu particulier chez 3 enfants. On a démontré que ce syndrome était une haploinsuffisance du gène DMXL2. Et ce gène DMXL2 code pour une protéine qui joue un rôle, on suppose, sur l'acidification et sur la capacité qu'ont les vésicules d'être sécrétées, que ce soit dans les neurones ou dans d'autres cellules endocrines. Et alors, ce qui est intéressant, je vais passer sur cette diapositive-là qui vous montre que ces souris ont bien une infertilité. Et alors, si on regarde un petit peu plus précisément ces souris, on se rend compte que finalement, elles ont une homéostasie, je dirais, au niveau du cerveau qui semble perturbée dans le contrôle de l'activité cérébrale et notamment au niveau de l'hypothalamus. Si on regarde si on est capable chez la souris d'induire un pic ovulatoire de LH en ovariectomisant la souris, en lui donnant de l'œstradiol pendant 8 jours, et puis en lui faisant un boost d'œstradiol 36 heures avant, finalement, le temps de l'analyse. Et puis après, on analyse la souris le jour du pro-ostrus à 10 heures et à 18 heures. Et ce qu'on observe chez la souris wild type, c'est un pic de LH à 18 heures, pic de LH qui n'est pas présent à 10 heures sous l'effet de l'œstradiol. Lorsque vous regardez les souris DMXL2 qui sont invalidées uniquement dans le cerveau, donc par une souris Nestin Cray, vous voyez que le pic de LH survient le matin et non pas à 18 heures. Donc là, il y a une dissociation entre le pic de LH et la capacité qu'a la souris d'ovuler. Vous savez que l'ovulation de la souris est quand même largement déterminée par le cycle circadien. Et puis, on a pu montrer que cette activation du pic, du moins la présence de ce pic de LH à 10 heures, était due à une activation des neurones GnRH à 10 heures et non pas à 18 heures. Et puis, si vous regardez le mâle, et alors là, on commence à tomber sur des résultats qui étaient assez inattendus. C'est-à-dire que le mâle, il a un phénotype dans l'expression des kisspeptides qui est celui qu'on observe chez une femelle. Voilà le nombre de neurones kisspeptides chez le mâle normal, wild type, et voilà la quantité de neurones kisspeptides chez le mâle qui est invalidé pour DMXL2.
Et voilà ce qu'on observe chez la femelle. Le nombre de neurones est bien plus supérieur à 10 heures qu'à 18 heures, soit le système inversé à ce qu'on observe chez le wild type. Et donc, on a essayé de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Et donc là, on est sur des données qui ne sont pas publiées. On a fait une analyse transcriptomique de l'hypothalamus, des souris hétérozygotes DMXL2, Destin Cray, et on a trouvé 3 gènes différentiellement exprimés entre les souris hétérozygotes et les souris contrôle par l'analyse microarray. Ces 3 gènes sont sur la voie de la dopamine. Et alors, on a regardé un petit peu plus précisément par qPCR, et ce qu'on a observé, c'est un résultat assez intéressant. En blanc, ce sont les souris wild type, en noir, ce sont les souris hétérozygotes, DMXL2. Donc vous voyez qu'il y a un dimorphisme sexuel sur l'expression de la tyrosine hydroxylase, sur l'expression de DDC également, sur l'expression de VMAT, qui est le transporteur de la dopamine et qui permet de remplir les vésicules de sécrétion. Et donc vous voyez que sous l'effet de la délétion de DMXL2, on a finalement une perte de ce dimorphisme sexuel. L'impression que ça donne ici, c'est que le mâle n'est plus mâle, mais la femelle semble ne plus être complètement vraiment une femelle. C'est comme si finalement on avait créé un sexe neutre hypothalamique. Alors on a été bien sûr assez étonné par ce résultat-là. On ne se voyait pas trop, on sait le lien qu'il y a entre dopamine et axe gonadotrope. Pour l'instant, on essaye d'avancer dans ce domaine, mais encore faut-il être financé par l'ANR. Et donc, on s'est dit, on va faire des choses simples, et on a tout simplement regardé les autres neuropeptides de l'hypothalamus qui sont connus comme étant sexuellement dimorphiques. Donc ici, vous voyez l'AVP, l'arginine vasopressine, un fort dimorphisme sexuel, une baisse qui n'est pas très très nette chez le mâle, mais une augmentation qui est significative chez la femelle. Donc de nouveau, ce sexe hypothalamique neutre. Et pour l'ocytocine, c'est la même chose, on obtient le même résultat. Pour un autre neuropeptide qui n'est pas connu comme étant dimorphique dans l'hypothalamus, vous voyez qu'on n'a pas observé de différence. Donc je vais m'arrêter là sur cet aspect DMXL2 et montrer comment, à partir d'une étude d'un nouveau phénotype, finalement, on est arrivé à des résultats assez inattendus qui montrent que la perte de fonction d'un gène comme DMXL2 entraîne une modification du dimorphisme sexuel de l'hypothalamus. Ce qui est intéressant par rapport à la discussion de tout à l'heure, c'est que DMXL2, ça veut dire drosophile mélanogaster X gene. Ce qui est intéressant, c'est que ce gène était sur le chromosome X auparavant, et que maintenant il est sur le 15 chez l'homme, donc il est maintenant autosomal. Donc se pose la question de savoir si ce gène ne participe pas finalement directement au dimorphisme sexuel. Je ne pense pas que ça soit la conséquence de la perte d'expression de ce gène sur l'activité de l'axe gonadotrope qui est responsable de différences aussi majeures et de cette perte finalement du dimorphisme sexuel. Donc voilà, très rapidement, comment, à partir d'une réflexion qui était sur un syndrome rare, on arrive à se poser la question du dimorphisme sexuel du cerveau, sur les mécanismes du dimorphisme sexuel du cerveau, en complément des analyses que nous sommes en train de faire sur l'hypophyse. Et donc, voilà, j'arrive sur l'hypothèse que c'est un domaine de recherche d'avenir avec de nombreuses applications, mais bon, ça c'est du lieu commun, ça n'a rien de très passionnant. Donc là, c'est les gens qui ont participé à ce travail. Et puis je crois bien qu'on arrive à finalement la discussion qu'on peut peut-être essayer d'avoir ensemble pendant les 10 minutes qui restent, c'est finalement quels seraient les buts de travailler sur dimorphisme sexuel, endocrinologie et recherche. Donc des buts, on a vu pendant toute la journée des aspects physiopathologiques, la synthèse hormonale, on en est sûr, mais on a bien vu aussi que les tissus cibles sont extrêmement importants et que la réponse finalement hormonale était aussi importante que la synthèse hormonale. Et puis, ce qui me semble assez important, c'est quelles sont les conséquences à court et long terme, et puis essayer d'intégrer ça dans les maladies rares. Donc, par rapport au tropisme et aux maladies qui nous intéressent, c'est sûr que nous, l'aspect dimorphisme sexuel et maladies neurodéveloppementales est un aspect qui est extrêmement intéressant. On ne connaît pas les mécanismes cellulaires réellement, on se pose la question du rôle des hormones sexuelles, le rôle des chromosomes sexuels. Donc ce matin, tout à l'heure, on a vu les résultats du transcriptome dans l'hypophyse.
Fabien vous a dit qu'il y a des gènes du Y qui sont exprimés différentiellement. Ça me paraît tellement logique que ça n'a rien d'extraordinaire, mais se pose bien sûr la question quel pourrait être le rôle de ces gènes, puisque certains sont des ARN non codants. Et puis, est-ce qu'il existerait finalement un gène du dimorphisme sexuel? Il y a au moins un papier qui montre que lorsque vous bloquez en KO un gène chez la souris, vous perturbez le dimorphisme sexuel. Il y a les mécanismes épigénétiques et les facteurs de l'environnement. Et la grosse question, c'est est-ce qu'on peut imaginer d'autres modèles que simplement le rongeur et le primate, dans le sens où chez le singe, c'est très dur, c'est compliqué aujourd'hui pour des raisons éthiques. Chez l'Homo sapiens, chez l'homme, n'en parlons pas trop. Et bien sûr, il reste le rongeur, mais est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'envisager d'autres modèles plus accessibles? Voilà, je m'arrête là et puis j'essaie de voir si on peut discuter un petit peu plus dans ce domaine-là. Merci pour votre attention.